Alors comme promis, voici la correction du problème d'algèbre Math Docteur 2025. Ça va assez vite, hein, ces problèmes, c'est généralement assez rapide et c'est pas dénué d'intérêt. Regardez, donc on part pour l'instant d'un corps quelconque, qui peut être infini, algébriquement clos ou pas, ou fini, n'importe quoi. Donc, caractéristique P, nul. Partie 1. On veut montrer que si H est un hyperplan de Mn de K, bon, N c'est un entier positif, hein, on veut montrer que H intersecte Gln de K. Donc qu'il existe dans tout hyperplan de Mn de K une matrice inversible. Donc on le fait par l'absurde, et ça va être toute la partie 1, hein, avec les questions 1, 2, 3. Bon, je vais expliquer les étapes du problème sans vraiment répondre question par question, mais bon, vous vous y retrouverez. Donc on va supposer que H n'intersecte pas Gln de K, et on va aboutir à une contradiction. D'abord, première chose, montrer que Mn de K est une somme directe de H et de la droite engendrée par la matrice identité. Donc ça, c'est assez évident, puisqu'on a supposé que Gln de K n'avait pas d'intersection avec H, ça veut dire que K identité, donc il faut bien remarquer que dès que K, petit k est non nul, dans grand K, K identité est inversible. Donc la seule possibilité, la seule intersection possible entre H et K identité, c'est 0. Bien. Donc, ils sont en somme directe, et évidemment, comme H est de dimension 1, donc la somme, c'est Mn de K. Donc là, pas de souci. Deuxième question, bon, c'était subdivisé, c'était de montrer que toute matrice nilpotente est dans H, avec cette hypothèse, hein, attention. Hein. Alors effectivement, donc N, hein, pour moi ce sera le cône nilpotent, donc si N est une matrice nilpotente, eh bien N va se décomposer hein, selon cette somme directe. Donc en M plus petit k in, où M appartient à H. Ça veut dire que M c'est moins k in plus N, oui, mais là on reconnaît une décomposition de Dunford. Pourquoi c'est une décomposition de Dunford? Parce que ça, c'est diagonalisable, ça, c'est nilpotent, et ça commute. Bien. On ne demande pas plus. Donc maintenant, ça veut dire que le spectre de M, c'est exactement le spectre de la partie diagonalisable. Ça, c'est vendu avec Dunford. Donc le spectre de M, c'est moins K. Or, M n'appartient pas à Gln de K. Par hypothèse, puisque M est dans H et que H n'intersecte pas Gln de K. Donc ça veut dire que la seule possibilité pour le spectre, c'est 0. Hein, parce que si K était non nul, ça ferait de M une matrice inversible, puisqu'elle aurait un spectre qui ne contiendrait pas 0. Bien, donc ça veut dire que K égale 0, puisque K égale 0, N égale M, et donc N appartient à H. Alors, juste une petite variante, c'est-à-dire, moi j'ai fait une variante, hein. Dans le problème, on regardait l'identité plus une matrice nilpotente, et fallait montrer que c'était inversible en donnant l'inverse. Bon, bah l'inverse, évidemment, c'est la série géométrique, c'est identité moins n plus n2, etc., jusqu'à moins 1 puissance n-1, grand N puissance n-1. Bon, et on multiplie, c'est la série géométrique, bon, c'est assez classique. Je préférais le voir avec Dunford. Il n'y a pas besoin de faire le moins de calcul. On a juste besoin du fait que le spectre d'une matrice est égal au spectre de sa partie diagonalisable dans Dunford. Et bien sûr qu'une matrice est inversible si et seulement si 0 n'est pas dans le spectre. Bien. Alors, maintenant, on conclut. À partir du moment où N est dans H, on va conclure à une contradiction. Effectivement, si je prends
I et J entre 1 et n, et si I est différent de J, eh bien, la matrice EIJ, ce qu'on appelle la matrice élémentaire EIJ, avec juste un 1 sur la composante IJ et 0 ailleurs, eh bien, c'est une matrice strictement triangulaire, inférieure ou supérieure, bon, mais strictement triangulaire. Donc, elle est nilpotente, d'accord? Donc, elle est dans H. Et bien maintenant, comme H est un sous-espace, je vais pouvoir construire à partir de EIJ, de matrices comme ça, et ben, une matrice inversible et obtenir une contradiction. Alors, par exemple, j'ai pris cette matrice-là, regardez, c'est une somme de EIJ avec des I tous différents de J, voilà, comme ça. Et ça nous fait une matrice de permutation, une matrice de n cycles, qui évidemment est dans GLN de K. Hein. Son déterminant, c'est moins 1 puissance n, puisque c'est une matrice de n cycles, et qui est dans H par stabilité de H par l'addition. Voilà, le grand 1 c'est fait, on passe tout de suite au grand 2, tant qu'on est chaud. Allons-y sur la partie 2. Là, cette fois-ci, on va montrer bien mieux que la partie 1. C'est-à-dire que si F est un sous-espace vectoriel de Mn de K, toujours avec K accord quelconque, et que F n'intersecte pas l'ensemble des matrices, le groupe GLN de K, des matrices inversibles, alors la dimension de F est forcément inférieure ou égale à n facteur de n-1, c'est-à-dire à n2 moins n. On voit bien que ça veut dire que la codimension est alors supérieure à n, ou égale à n. Bien. On va le faire par contraposé et par l'absurde. C'est-à-dire, la contraposée, on va dire que la dimension de f est strictement supérieure à n-1, voilà, et on veut montrer que f, du coup, intersecte le GLN de K, et on va le faire par l'absurde, c'est-à-dire on va supposer ceci et que f n'intersecte pas GLN de K. Donc voilà ce qu'on va supposer. D'accord? Donc f est de dimension strictement supérieure à n-1, et f n'intersecte pas GLN de K. Bien. Alors, les premières questions, c'était de montrer que si on regarde le sous-espace unicolone, ce sous-espace est constitué des matrices dont toutes les colonnes sont nulles, sauf éventuellement la première. Bien. Et il faut montrer que f intersecte non trivialement C1. Bien. Bon, alors ça, c'est juste la formule de Grassmann, d'accord, qui dit que la dimension de l'intersection, c'est la dimension de C1 plus la dimension de f, moins la dimension de la somme. Dimension de f est strictement supérieure à n-1. La dimension de C1, bah, c'est évidemment n. Et la dimension de C1 plus f est inférieure à la dimension de Mn de K, donc inférieure à n2, ce qui va faire que cette dimension-là est strictement supérieure à n plus n2 moins n moins n2. Et donc tout disparaît, ça veut dire que cette dimension est strictement positive, donc contient un élément non nul. Bon. Ensuite, il fallait montrer qu'il existait P et Q, tel que, alors P et Q inversible, de matrice inversible de taille n, tel que si F' est l'ensemble des PMQ, quand M parcourt F, eh bien, va vérifier que la dimension de F' est strictement supérieure à n-1 et que E11 appartient à F'. En gros, on est en train de dire, on va se ramener au cas où E11 appartient à F, si on veut. Hein. Bon. Mais c'était dit autrement, avec un F'. C'est vrai, c'est plus clair comme ça, surtout dans un problème de concours. Vaut mieux être clair, quitte à donner un autre nom, F', plutôt que F, et ne pas dire dans le problème, quitte à, on va supposer que, etc., qui pourrait créer des confusions. Donc,
ici, il faut montrer qu'il existe ces P et Q. Mais oui, P et Q existent évidemment, puisque on va prendre A, qui est un élément non nul assuré par le premier point. Il est à la fois dans F et dans C1, et il est non nul. Bon, donc ça veut dire que le rang de A est égal à 1. D'accord? Comme il est sur une seule colonne, donc il est de rang 0 ou 1, et comme il est non nul, il est de rang 1. Comme le rang de la matrice élémentaire E11 est égal à 1 aussi, on a un théorème du rang qui nous assure que les matrices A et E11 sont équivalentes. Deux matrices sont équivalentes si et seulement si elles ont même rang. Donc il existe PQ, inversible, bien sûr, hein, tel que PAQ égale E11. Donc maintenant, il n'y a qu'à prendre ces PQ-là, et ici, on a un isomorphisme, d'accord, de Mn de K dans Mn de K, qui envoie M sur PMQ. C'est évidemment un morphisme, c'est évidemment iso parce que P et Q sont dans GLN. Donc, ça va conserver la dimension. Donc, vous posez évidemment F' égale I de F. Et évidemment que ça envoie GLN de K sur GLN de K. Puisque si M est inversible, son déterminant est non nul, donc PMQ, son déterminant est non nul aussi. Et inversement. Hein, d'accord ? Donc, finalement, ça veut dire que bilan des courses, E11 appartient à F', puisque j'ai qu'à regarder l'image de A. La dimension, elle est conservée, donc elle reste strictement supérieure à Nn-1, et l'intersection de F' avec GLN de K reste vide, par l'absurde, hein, d'accord, parce que c'était vrai pour F. Ça veut dire en gros hein, qu'on a juste, on s'est juste ramené au cas où E11 appartenait à F. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant qu'on sait que E11 est dans F', regardez. Dès qu'on a une matrice M dans F', on va la décomposer par bloc. Ici, ça c'est une colonne, d'accord? Donc ça c'est une colonne, d'accord? Et ça c'est une ligne, d'accord? Voilà. Donc ça veut dire que c'est une matrice carré, c'est un bloc diagonal, Nm, c'est un bloc diagonal carré de taille n-1. Donc on a un scalaire, une colonne, une ligne, un bloc diagonal de taille n-1, on les appelle AM, d'accord, Cm, Lm, Nm. Et il faut montrer que le déterminant de Nm est égal à 0, d'accord, quel que soit M dans F'. Ben oui, si vous regardez le déterminant de M plus E11, ça, M appartient à F', E11 appartient à F', d'accord? Comme F' est un sous-espace, ça, c'est dans F', et comme toutes les matrices de F' ne sont pas dans GLN, par hypothèse, eh bien, le déterminant est nul. Maintenant, je vais écrire le déterminant comme ceci, puisque E11, c'est juste 1, 0, 0, 0 par bloc. Donc j'ai AM plus 1, Cm, Lm et Nm. Et je sais que ce déterminant est nul. Donc je développe le déterminant par rapport à la première colonne. Ça va faire AM. Donc ici, j'ai une colonne AMCM plus une autre colonne 1, 0. Donc ici, je développe. Hein, c'est comme, oui, un développement d'une multiplication sur une addition. Hein. Vous avez Lm, Nm et ici AMCM. Et ici 1, 0, Lm, Nm. Et donc cette somme, ici, c'est ça. Donc ça vaut 0. Et comme M appartient à F', eh bien forcément, le déterminant est nul, puisque par hypothèse, F' n'intersecte pas GLN de K. Donc ici, ça fait 0, et ici, ça fait déterminant de Nm. Donc le déterminant de Nm est bien égal à 0. Voilà, vous allez voir, on n'est pas très très loin de montrer l'absurdité. Alors maintenant, regardez comme c'est joli. On vient de montrer
fait que quand M est dans F', alors le bloc diagonal qui est ici de taille n-1 de M est aussi de déterminant nul. Bien. Alors, maintenant, l'idée, c'est de regarder l'application linéaire, la projection, finalement, de Mn de K dans Mn-1 de K, qui envoie une matrice, voilà, qui est divisée comme ça par bloc, sur son bloc diagonal. C'est évidemment une application linéaire. Et quel est son noyau? Bah, c'est sûr que son noyau, c'est l'ensemble c'est le sous-espace des matrices tel que ce bloc diagonal est nul. Bien. Et qu'est-ce qu'on vient de montrer? C'est que si j'appelle phi, donc cette projection hein, de Mn de K sur Mn-1 de K, eh bien, j'ai phi de F' qui s'intersecte de façon vide avec GLN-1 de K. Donc maintenant, on fait une récurrence. Bon, l'initialisation de la récurrence avait été demandée dans le problème pour n égale 1, le truc est complètement évident parce que c'est trivial, ça revient à dire que dim de f égale 0 à partir du moment où on n'a pas d'élément inversible. Donc évidemment, sur un corps, tout est inversible sauf 0. Bien. Donc l'initialisation, il n'y a aucun souci. Donc on suppose maintenant par récurrence que le théorème est vrai. Et maintenant, regardez. Ça veut dire que la dimension de phi de f', puisque c'est un sous-espace de l'espace des matrices Mn-1 qui n'intersecte pas GLN-1, eh bien, est inférieur ou égal, je n'ai plus qu'à remplacer n par n-1, à n-1 facteur de n-2. Ok. Donc maintenant, je vais appliquer la formule du rang qui me dit que la dimension du noyau de phi restreint à f', c'est égal à la dimension de f' moins la dimension de l'image de f'. Bon, ça c'est juste la formule du rang. Comme la dimension de f' est strictement supérieure à n-1, et que la dimension de phi de f' est inférieure ou égale à n-1, n-2, ça veut dire que la dimension du noyau restreint est strictement supérieure à n-1 moins n-1, n-2. Et ça, bon, bah, les n2 se simplifient. Il va nous rester 2n moins 2. Donc on a la dimension du noyau qui est strictement supérieure à 2n moins 2. Mais maintenant, regardez. Le noyau restreint, c'est l'intersection du noyau avec f'. Donc c'est inclus dans le noyau. Et le noyau, c'est l'ensemble des matrices, c'est ce qu'on disait, dont ce bloc est nul. Bon, bah, il est de dimension quoi? Bah, sa dimension, c'est forcément... Regardez, quand vous calculez, vous avez n plus n, mais on a compté lui 2 fois, donc 2n moins 1. Donc ici, ça, cette dimension, c'est 2n moins 1. Donc ça veut dire que la dimension ici est strictement supérieure à 2n moins 2, mais inférieure ou égale à 2n moins 1. Donc forcément, on a égalité. Voilà. C'est joli, ça. Hein? Donc ici, vous avez l'égalité, et ce qui veut dire que toutes ces matrices sont dans le noyau, donc en particulier sont dans f'. Voilà. Donc EI1, donc toutes ces matrices élémentaires qui sont là, sont dans f', et E1J aussi est dans f'. Alors maintenant, eh ben, les choses sont simples. C'est-à-dire que, maintenant qu'on a montré ça, tout à l'heure, quand on était parti du fait que E11, d'accord? Là, ici, E11 était dans f'. Et on a obtenu, maintenant, que ceci et ceci est aussi dans f'. Tout ça est dans f'. Maintenant qu'on a EI1 dans f', voilà, on a EI1 dans f'. Alors on peut le faire, on peut le dire de même, ou alors si on veut être un peu plus précis, faudrait transformer f' à gauche en multipliant à gauche par une matrice de permutation, une transposition hein, qui échange 1 et i et se ramener à ce qu'on vient de démontrer. Mais vous comprenez parfaitement que à partir du moment où on avait démontré ici que quand on avait un élément ici, alors on avait toute sa ligne et toute sa colonne, bah, quand on a un élément ici, on va avoir aussi toute sa ligne et toute sa colonne. Voilà. Donc, bref, en remplaçant 1 par i, donc,
qu'on peut formaliser en disant, ben voilà, quitte à multiplier par une matrice de permutation de la transposition 1i, eh bien, on obtient que EIJ appartient à F'. Il appartient vraiment. D'accord ? Et donc, quel que soit IJ, bah, EIJ appartient à F', et donc finalement, ça veut dire que Mn de K est égal à F', ce qui est en contradiction avec le fait qu'on avait fait cette hypothèse par l'absurde que F' n'intersectait pas GLN. Voilà, c'est un peu tordu comme type d'absurde, hein, bon, après, on a connu plus tordu, hein, mais c'est joli, c'est extrêmement efficace pour montrer ce théorème de Flanders en rang n-1, en quelque sorte. Voilà, on va s'arrêter là et on reprendra dans une autre vidéo.